Les 5 fameux gestes que nous avons plusieurs fois répétés, en nous appropriant l'application qui a été annoncée hier pour aider au traçage, en continuant à bien tester, et puis en respectant les éléments de couvre-feu, de réduction des échanges et des contacts qui sont inutiles. Au fond, continuer d'éduquer, continuer de travailler au maximum, mais réduire un peu, qui je sais fait partie aussi du sel de la vie malgré tout, qui est cette vie sociale, pour aider à freiner ce virus. Nous aurons en milieu de semaine prochaine une vision plus claire de l'impact des mesures que nous avons prises, en particulier les mesures les plus structurantes justement au refeu. Donc il faut encore attendre. Ça a rien ça. Des décisions à prendre dans les prochaines semaines pour ajuster les choses. D'ores et déjà, j'avais annoncé notre souhait au moins pour 6 semaines d'avoir ces mesures. Eh bon, l'autre il parle là. Cette réponse, la réponse que nous avons toutes et tous en tant que citoyens, la responsabilité qui est la nôtre, elle est d'autant plus importante qu'il nous faut faire corps avec l'ensemble des personnels soignants. En mars-avril, on a tous pris conscience de ce qui se passait, nous avons tous eu peur, nous avons tous vu, compris le rôle qu'avaient toutes celles et ceux qui nous soignent tout au long de l'année. La France entière a applaudi à 20h. Il faut que nous reprenions pleinement conscience de ce rôle, et je le dis avec beaucoup de force. C'est pour ça que je veux ici, aujourd'hui, rendre hommage, remercier l'ensemble de nos personnels soignants, mais aussi des personnels administratifs, techniques, à l'hôpital, celui-ci à l'hôpital de Pontoise, dans nos ARS, qui ont été très mobilisés. Les agences régionales de santé jouent un rôle extrêmement important depuis le début de la crise, et il y a aussi beaucoup de personnels qui sont mobilisés jour et nuit, qui se sont beaucoup donnés. La Caisse nationale d'assurance maladie, mais je veux aussi saluer l'ensemble des professionnels de santé dits de ville, libéraux, professions paramédicales, et toutes celles et ceux qui sont aussi dans les établissements médico-sociaux, des structures paramédicales, que ce soit d'ailleurs des structures ou que ce soit du soin à domicile. Ce continuum-là, c'est celui qui nous a permis de tenir, de gagner lors de la première vague face au virus, de résister pleinement. Et c'est aujourd'hui, à nouveau, toutes ces femmes et ces hommes qui subissent la pression de cette deuxième vague. On voit les lits d'hospitalisation, mais aussi de réanimation, à nouveau augmenter. Donc je le dis vraiment pour tous nos concitoyens, il faut que vous y pensiez, que vous nous aidiez, au fond, à protéger nos soignants, protéger l'ensemble de celles et ceux qui sont là pour vous protéger vous-même, en faisant ces efforts. Alors, nos personnels soignants sont confrontés à une situation qui est celle de cette remontée que j'évoquais, mais après avoir vécu la première vague, après avoir vécu la reprogrammation des soins qui avait été annulée, une activité qui n'a donc pas cessé, et donc avec toute cette fatigue accumulée aujourd'hui. C'est aussi pour cela que nous avons souhaité non seulement les mesures annoncées lors du Ségur en juillet, mais l'accélération de celle-ci, avec une première partie des primes qui tais-toi, j'écoute pas. cette rentrée, et comme le ministre de la Solidarité et de la Santé l'a annoncé cette semaine, une accélération au mois de décembre du reste justement des augmentations, une majoration de 50% des heures supplémentaires et une compensation des congés qui sont annulés pour pouvoir justement mobiliser nos professionnels de santé. Nous allons faire face tous ensemble, et l'échange qu'on a eu, je trouve, a été pour moi extrêmement éclairant, et je le disais, pas rassurant parce que nous avons l'épidémie devant nous, mais encourageant. Parce qu'on a beaucoup appris de la première phase. Et parce que ici, de manière exemplaire, est mise en place une organisation où l'hôpital travaille avec la ville, avec toutes les structures d'amont et d'aval. Et au fond, c'est aussi, justement, en partageant cette responsabilité qu'on arrivera à mieux répondre à ce défi. C'est-à-dire, dès qu'on a été testé puis diagnostiqué avec ce virus, de pouvoir aider les professionnels de ville à mieux accompagner, mieux prendre en charge et prévenir des complications. Ensuite, faire en sorte que, au maximum, ce sont dans des lits classiques à l'hôpital et dans les services compétents que ces patients soient pris en charge, et de réduire au maximum celles et ceux, par ce travail justement entre l'hôpital et la ville, de réduire le nombre de personnes qui arrivent aux urgences. Et il y en a malgré tout, il continuera à y en avoir, parce qu'on doit ralentir et freiner le virus. Mais je veux rendre hommage à tout ce travail qui a été fait, et du côté justement de nos SMUR, de nos SAMU, l'accélération en termes d'organisation qu'on a réussi en première phase. Elle avait dit, vous avez inventé ce dont on avait rêvé, qui sont ces fameux services d'accès aux soins,
et en travaillant, je dirais, de manière beaucoup plus efficace, là aussi transversale, au sein de l'hôpital, avec les autres services, mais aussi avec les partenaires de la sécurité civile, des associations et de la ville, de réussir à ce que la prise en charge soit la plus adaptée, la plus rapide possible, pèse moins sur les structures hospitalières, même pendant un temps, et soit beaucoup moins difficile pour les personnes qui étaient ainsi contaminées. Et ce qu'on a acquis là, on est en train de le... à nouveau... C'est un gros discours qui dit, lui. Au-delà de Covid. Et donc, c'est là-dessus que je veux finir. Moi, je veux ici redire notre détermination à continuer de transformer en profondeur notre système de soins et notre système de santé français. C'est une fierté. Il a été conçu il y a maintenant un peu plus de 60 ans dans la forme qui est la sienne, mais il est l'héritier d'un modèle historique. Il était fatigué à cause des réformes qui parfois n'avaient pas été faites, à cause aussi du manque de moyens. Et il y avait beaucoup de tensions, vous le savez, mais tout le monde a pris sa responsabilité dans cette crise. De manière exemplaire. Et le Ségur, comme je le disais, cet investissement inédit qu'on va faire d'un peu plus d'1 milliard chaque année, dans les années qui viennent, les investissements, on a aussi décidé, doivent être au service de ce projet, qui est un projet au fond d'un meilleur accompagnement des patients, et au fond d'un meilleur accompagnement de tous nos citoyens, pour prévenir, beaucoup mieux qu'on ne le fait en France, pour accompagner dès la ville, les structures hors de l'hôpital, à l'hôpital, puis après l'hôpital. Et donc être au service de ce décloisonnement que j'évoquais. Voilà les quelques messages que je voulais vous passer après cet échange extrêmement riche que nous avons eu. Et je veux vraiment remercier le directeur, l'ensemble des chefs de service et médecins et cadres de santé qui étaient avec le directeur général de l'Agence régionale de santé et moi-même. Est-ce que vous aviez imaginé que cette deuxième vague pourrait être aussi importante? Martin Hirsch évoque même la possibilité que cette deuxième vague soit plus violente que la première. Aujourd'hui, on a un taux d'incidence qui frôle 270 via l'application Tous Anti-Covid. Est-ce qu'à la fin, il ne va pas falloir durcir encore nos conditions de vie? Est-ce que vivre avec le virus, c'est possible? Est-ce qu'à la fin, pour soulager les soignants, il ne va pas falloir tout simplement reconfiner comme on a fait la première fois? Alors, d'abord, nous étions dans l'anticipation, je le rappelle, on a préparé le déconfinement entre le 13 avril et le 11 mai, en ayant différents scénarios, et tout de suite en s'engageant sur les stratégies potentielles de reconfinement. Oh non. Le conseil scientifique, avec l'ensemble de l'équipe qui était dédiée à cela, avait préparé avec nos équipes partout en France, des stratégies d'ailleurs de réponse ciblée à une Non, pas reconfinement. deuxième vague et donc une reprise de l'épidémie. Donc nous avions préparé ces scénarios qui peuvent aller jusqu'au reconfinement local. Non. Ça a été là aussi documenté, expliqué dès le mois de juillet. Donc on ne peut pas dire qu'on a été surpris par cette hypothèse, elle existait, elle était dans les modèles, et nous savions de toute façon que, sauf heureux hasard, liés à des effets d'écosystème, c'est-à-dire des effets climatiques, des choses qui arrivent dans les virus, et qui font qu'un virus parfois s'arrête en fonction des saisons, de tel et tel changement des conditions, il allait revenir. Et je le redis de manière très simple. Nous nous débarrasserons du virus, soit par chance, élément que nous ne maîtriserions pas, mais je crois que la chance n'a pas été avec nous cette fois-ci, c'était arrivé avant sur d'autres virus, pas celui-là. Soit si nous avons une immunité collective d'environ 50 à 60% de la population, je rappelle qu'après la première vague, nous étions à 5 à 6%, donc nous en sommes loin, et nous ne voulons pas cela parce que c'est beaucoup trop dangereux pour le pays, et avec des conséquences profondes, au-delà de la mortalité, évidemment, des conséquences graves tous les années de la vie. Puis la troisième option, c'est d'avoir un couple vaccin-traitement qui est stabilisé. Et donc c'est évidemment comme ça que nous nous en sortirons. Et donc l'horizon, c'est celui d'avoir des traitements, on en a beaucoup parlé, il y a des traitements qui commencent à exister pour stabiliser, en tout cas des protocoles qui se développent, il y en a plusieurs. On améliore les choses, on prend un traitement. au début, on arrive à ce qu'il y ait moins de gens qui aillent directement en réanimation, on arrive à moins intuber de patients en forme grave, on arrive à ce qu'il y ait moins de mortalité, et on doit continuer ce travail. Et à côté de ça, on continue le travail de recherche au niveau international pour avoir un vaccin, le stabiliser, maîtriser ses effets secondaires et avoir ensuite une stratégie vaccinale qui permette de le déployer. Tout ça, je l'ai dit aux Françaises et aux Français, fait que quand j'écoute les scientifiques, le conseil scientifique, et je peux dire que vous n'étiez pas en désaccord quand on en a parlé, on voit bien qu'on se projette au mieux jusqu'à l'été prochain. La question,
c'est comment justement vivre avec le virus dans cette période. Dans la phase où nous sommes, nous n'avons d'autre choix, compte tenu du nombre d'infections par jour, que de freiner, c'est-à-dire de réduire notre vie sociale au maximum, limiter les contacts pour casser sa circulation. On va continuer de tester, d'alerter, de protéger, on va continuer d'améliorer le traitement, de ralentir les formes graves, mais si on veut vraiment préserver notre système de santé et nos concitoyens, on est obligé de faire ça. Donc on va évaluer chaque semaine l'efficacité des mesures prises, il y a toujours un effet de décalage, et donc au moins jusqu'au début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement, et ces mesures, de manière certaine, je peux vous le dire aujourd'hui, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. De deux manières, soit en s'étendant géographiquement, comme hier, soit en regardant aussi les lieux, les moments où au fond l'épidémie se propage le plus vite pour réduire à chaque fois ces occasions. Et on va essayer de le faire de la manière la plus ciblée. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux. Oh non, non, non. On va essayer à chaque fois d'aller, en quelque sorte, réduire les lieux, les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup. C'est cette stratégie qu'on va poursuivre. Dès qu'on aura suffisamment freiné la circulation du virus, c'est-à-dire qu'on sera revenu à environ 3000 à 5000 cas par jour, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on sait qu'on peut le faire, on réadoptera une stratégie différente qui va consister à réouvrir en intensifiant Ça arrase, ça. le système Bah oui, ça arrase. et le système d'isolement, de protection. Parce qu'on sait que si on a un système beaucoup plus efficace qu'on est en train de faire, l'application, je vous remercie de l'avoir cité, tous anti-Covid, est un élément important. Le fait qu'on teste de plus en plus, on est à plus d'1,6 million de tests par semaine en ce moment. Donc on est un des pays d'Europe qui teste le plus. On va continuer de monter en charge tout cela. On va développer les tests antigéniques, d'autres formes. C'est la stratégie vers laquelle on ira dès qu'on aura suffisamment freiné. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'on pourra reprendre certaines activités qu'en ce moment on a arrêtées, parce qu'on saura encore mieux répondre à la chose. Voilà, donc je veux ici donner en quelque sorte des jalons. Je vous dis la vérité. Les prochaines semaines seront des semaines où on doit tous faire un effort pour nos soignants et pour freiner le virus. Mais avec la perspective, si on fait cet effort collectif suffisamment efficacement, de continuer à vivre avec le virus, mais en relâchant ses contraintes, parce qu'on fera mieux le tester, alerter, protéger, et on devra alterner entre ces stratégies, à chaque étape en nous améliorant et en étant plus efficace, en réduisant la pression sociale, vraisemblablement jusqu'à l'été prochain. L'Allemagne indique qu'elle espère pouvoir commencer à vacciner dès la fin de cette année. Vous vous dites qu'au mieux, on pourrait espérer avoir une maîtrise de l'épidémie cet été. Alors pourquoi ne pas espérer aussi en France un vaccin plus précoce? Alors, on peut avoir, on a en ce moment plusieurs vaccins qui sont dans la phase dite 3, c'est-à-dire qu'ils sont dans les premiers essais, on sait que certains ont commencé à le faire, donc on peut tout à fait en fin d'année, début d'année prochaine, commencer à avoir des vaccinations. Est-ce que ce sera une stratégie nationale qui permet de répondre au virus? Je crois que c'est trop tôt pour le dire et c'est peu vraisemblable. Et donc nous aurons des éléments où dans un cadre identifié, on pourra commencer à tester des vaccins stabilisés, mais on ne pourra pas déployer une stratégie vaccinale vraisemblablement si vite. Je crois qu'il est plus raisonnable, je dis avec beaucoup de prudence les choses, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout, on a parfois nourri des espoirs sur des traitements, maintenant sur des vaccins, et puis on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas totalement. Par définition, les tests cliniques sont encore en cours, donc les choses ne sont pas stabilisées. Mais on peut penser qu'on aura plus de visibilité à la fin du premier trimestre 2021. Je crois que c'est une perspective. 2021. C'est aussi pour ça qu'après, nous sommes 66 millions d'habitants. Si vous voulez avoir une stratégie de vaccination qui est efficace et qui freine le vaccin, c'est pas juste commencer à vacciner, qui freine pardon le virus, c'est pas juste commencer à vacciner, c'est être sûr que vous vaccinez entre 20 et 40% de votre population pour que les choses commencent vraiment à avoir un impact. On arrive bien à vacciner des millions de gens pour la grippe très rapidement. Et il ne vous aura pas échappé que ça fait des décennies qu'on a stabilisé un vaccin contre la grippe, que malgré cela, malgré le fait qu'il y a peu d'effets secondaires, qu'on les maîtrise très bien et qu'on le connaît, eh bien vous avez entre 35 et 40% simplement des gens qui se vaccinent. On va voir cette année. Donc voilà, il y a tout ça qui est à faire, mais on a des perspectives, on a des vaccins qui sont en phase 3. Il y a partout dans le monde des
des tests qui sont en train d'être faits, des essais qui sont en train d'être faits. On fera évidemment le plus vite possible. Et sur ce sujet-là, j'insiste sur un point, notre stratégie est européenne. C'est-à-dire que nous, Européens, nous sommes mis ensemble pour financer des programmes de recherche communs. Nous avons des industriels de plusieurs pays, il y a des industriels français, comme vous savez, qui sont embarqués. Mais indépendamment de ça, nous, Européens, nous sommes mis en situation de pouvoir produire les doses de vaccins, quel que soit le laboratoire qui ait découvert le vaccin le plus efficace dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Chine ou ailleurs. Et donc, on a structuré un accord mondial pour que ce soit un accès mondial et un accès public, quel que soit le laboratoire qu'il trouve. Nous, Européens, nous avons prévu les capacités de production en mutualisant les choses pour que, dès qu'on a quelque chose, on puisse produire en masse en européen et, évidemment, protéger nos populations et qu'ensuite aussi on puisse protéger les populations de pays plus pauvres qui en auraient besoin par une stratégie de solidarité. Donc là-dessus, c'est vraiment une approche européenne que nous avons retenue. Merci beaucoup et merci vraiment à l'ensemble des soignants qui nous ont accueillis. Merci beaucoup. Vive la France. Voilà donc pour cette prise de parole du président qui continue à discuter avec les soignants. Christophe Barbier, est-ce qu'on y voit plus clair sur la suite, sur ce qui nous attend? On y voit clair, mais l'avenir est sombre, si j'ose dire, puisque le président de la République a clairement dit que le couvre